Mercosur. Avec ce report, Emmanuel Macron a gagné son pari, son bras de fer, lors du Conseil européen qui s'est tenu hier, aujourd'hui, à Bruxelles. Ursula von der Leyen a annoncé le report de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. On écoute tout de suite Emmanuel Macron, le pourquoi de ce bras de fer. Il était inconcevable que l'on cherche à forcer une décision au Conseil pour autoriser la signature de cet accord, alors que nos exigences ne sont pas encore satisfaites. Après des discussions difficiles, nous avons obtenu le report de cette décision et nous devons continuer le travail qui a été engagé depuis des mois. Alors c'était des discussions difficiles, nous dit Emmanuel Macron, Jean-Marc Vittori. Pourquoi c'était si difficile? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ce report? Oui, il faut se placer du point de vue français, pour commencer. Du point de vue français, on est dans une situation extrêmement tendue avec les agriculteurs aujourd'hui, oui. Pour une histoire d'épidémie, et on voit bien dermatose. C'est extrêmement tendu, et donc et on voit bien que c'était en train de se mélanger dans les esprits avec le Mercosur, sur le thème. Ils abattent nos bêtes pour pouvoir importer du bœuf argentin. Ah oui. C'est ça le raisonnement. C'est évidemment une coïncidence, mais dans le climat actuel politique, et là on est à nouveau dans du jeu politique, je pense que c'était dangereux, surtout qu'il y a d'autres choses très désagréables qui se pointent pour les agriculteurs très bientôt, dès le 1er janvier. Avec l'entrée du mécanisme carbone aux frontières. Oui, il faut expliquer pourquoi. Oui, eh bien c'est simple. Les engrais azotés, c'est fait à partir du gaz, donc c'est beaucoup d'énergie. Et donc ces engrais azotés, ils vont être soumis à cette taxe carbone. Et donc là, les agriculteurs européens qui vont se servir des engrais azotés, ils vont payer une taxe. Et en revanche, les agriculteurs non européens qui vont exporter, par exemple, leur blé vers l'Europe, eux, ils ne paieront pas cette taxe. Et donc, évidemment, ça déséquilibre, c'est stupide. Oui. C'est la même chose. On parle de hausse jusqu'à 140% quand même sur les engrais azotés. C'est la même chose dans l'automobile, je vous signale. L'automobile, les constructeurs européens qui importent de l'acier, ils vont devoir payer une taxe, et les constructeurs chinois qui vont exporter leurs voitures avec de l'acier produit très salement, ils ne paieront pas de taxe. Donc, on a un mécanisme là qui est suicidaire, il faut le dire. Et donc ça, c'est le 1er janvier. C'est dans moins de 2 semaines. Donc, ils vont se prendre ça sur la figure, et ils voient évidemment se pointer la réforme de la PAC où il va y avoir moins d'argent pour les agriculteurs. Quand même très intéressant ce que vous nous dites, Jean-Marc, là, c'est-à-dire que le mécanisme aux frontières de la taxe carbone aux frontières va plomber notre propre industrie alors même qu'elle est là pour la protéger. Et je mets notre industrie agricole, notre agriculture dans le lot. Pourquoi ? Parce que c'est un projet partiel. On ne taxe qu'une partie des choses. Si on taxait aussi l'acier chinois sale dans les voitures importées de Chine, on n'aurait pas ce problème. Mais on a dit on va commencer par les gros trucs, les trucs les plus faciles à taxer. Donc l'acier, les engrais, voilà, tout ça c'est vraiment sale, donc on va taxer, mais sans voir l'histoire d'après. Et donc ça va être très compliqué. Donc dans ce climat-là, dire... on calme le jeu sur Mercosur. Donc une décision très politique. Parce que les conditions ne sont pas encore remplies. Et ça, excusez-moi, mais c'est vraiment du pipeau politique. Oui. Mais dans le jeu actuel, ça paraît plutôt raisonnable. Bon, la crainte des agriculteurs, c'est effectivement un afflux massif de bœuf brésilien, argentin, beaucoup moins cher. Et sans contrôle sanitaire. Est-ce que ces craintes sont basées sur des faits réels? Comment on contrôle tout ça, Gilles? Moi, il se trouve que je connais maintenant quelques agriculteurs et je suis vraiment partisan pour une relocalisation de l'agriculture. Et donc, je suis partisan d'une diminution la plus forte possible des flux agricoles. On est un pays, on est en train de devenir complètement dépendant sur le plan alimentaire. Plus de la moitié des fruits et légumes que nous consommons en France, soit frais, soit en conserve, soit surgelés, sont importés. C'est du délire total. On a d'un côté des gens qui gagnent très peu d'argent, qui sont dans une souffrance psychologique de fou et qui bossent comme des tarés. C'est-à-dire que la rémunération horaire de l'agriculteur moyen, elle est devenue ridicule. C'est comme les gens qui nous nourrissent. Donc moi, j'ai une proposition simple, c'est qu'on les protège avec des droits de douane et qu'on organise, ce qui les permettrait aussi, d'ailleurs, de renforcer avec des prix d'achat garantis
le pouvoir de négociation des éleveurs, notamment par rapport à l'industrie agroalimentaire qui capte l'essentiel de la valeur. Donc moi, je suis pour un modèle agricole totalement différent, beaucoup plus autonome, avec, et je cache rien, je suis tout à fait cohérent, je souhaite une augmentation du prix de la nourriture. C'est-à-dire que les denrées agricoles de base ne coûtent pas assez cher. La part de l'alimentation s'est effondrée dans nos budgets. C'est pas ce que vous diront les ménages qui ont du mal à finir la fin du mois. J'entends bien. Surtout après la crise inflationniste. Non, mais vous savez, j'ai beaucoup de mal à finir le mois, moi aussi. Donc, je suis un peu concerné par la chose. Dans le projet de budget, je vous rappelle qu'il y a 0% d'augmentation pour les fonctionnaires comme la plupart des années. Donc, merci, la nouvelle chute du niveau de vie, donc je connais. Et donc, comment est-ce qu'on s'en sort par rapport à ça ? C'est d'une part, encore une fois, parce qu'il y aura plus de pouvoir d'achat qui va rester dans le pays. Donc, collectivement, on y gagne. Et par ailleurs, effectivement, là, c'est la lutte contre la publicité, c'est l'éducation à l'école et c'est le fait d'arrêter d'acheter des trucs très transformés. Quand vous achetez des mandarines, vous achetez 2 mandarines, ça vous coûte 50 centimes. Quand vous achetez une barre chocolatée, ça vous coûte 2 €. Voilà, c'est comme ça qu'on maîtrise son budget d'alimentation. C'est en arrêtant d'acheter des trucs transformés. Bon, en même temps, on peut s'enrichir en exportant aussi. Stéphane Vonussel, il y a des filières agricoles qui gagneraient au Mercosur, filière laitière, c'est un sujet qui est le vin. C'est un sujet qui est compliqué, qui est en 3 parties. Il y a le constat de la réalité, il y a les risques pour l'économie française et en particulier pour l'agriculture, et puis il y a les idioties de l'Europe. Je vais y aller un peu trop fort. Pour répondre à votre question, le Mercosur, au départ, c'était assez positif. Et c'est pour ça que nos camarades allemands, et d'autres, mais le bras de fer, il est vraiment entre guillemets. On est assez isolé sur la scène européenne. Oui, on est assez isolé, mais on est quand même. Pologne, Hongrie, France et Giorgia Meloni qui est arrivée au secours. C'est pas rien quand même, mais on est quand même le plus gros pays agricole d'Europe. On a été le grenier de l'Europe. On dit que c'est un accord bœuf contre bagnole, donc on voit qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Il ne faut pas oublier d'où vient l'Union européenne. L'Union européenne était des accords autour de l'acier, autour des denrées, et nous, on était là pour normalement nourrir tout le monde. Aujourd'hui, il y a un bras de fer très clair entre les 2 moteurs de l'Europe. Je le redis, on va arrêter. C'est super, on est 27, on est copains. Ça se passe entre la France et l'Allemagne, parce que les 2 grosses puissances, en vrai, c'est la France et l'Allemagne. Maintenant, l'Italie arrive dans le jeu, et selon qu'elle est d'un côté ou de l'autre, là, il y a des bras de fer. Elle a fait basculer. Macron fait des bras de fer tout seul, mais c'est très bien, il gagne forcément, puisqu'il est tout seul. Donc, pour répondre à votre question, au départ, pour les services, pour l'industrie, pour un certain nombre de leviers économiques européens, ce Mercosur est très utile. C'est un marché énorme, l'Amérique du Sud, évidemment. Un marché de et ils sont 270 millions de consommateurs. Et ils sont très preneurs là-bas d'avoir ces accords. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie depuis tout à l'heure, c'est qu'ils vont revoir leur copie quand même. Ça veut dire que de faire un peu de bras de fer et que Mme von der Leyen dise on va peut-être pas y aller, le président brésilien, il a dit on va peut-être rediscuter, on va peut-être revoir un certain nombre de choses parce qu'ils n'ont pas envie non plus là-bas que ça se fasse pas. Et nous, il ne faut pas qu'on soit idiots non plus parce que si jamais ça explose, ce sera toujours l'Amérique du Nord qui aura les accords les plus précis avec l'Amérique du Sud, et puis les Chinois débarqueront dans pas longtemps, et donc on finira par perdre encore un énième marché parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc il ne faut pas oublier que pour les services et pour l'industrie, d'où le fait que l'Allemagne est très pour, il y a des vrais avantages à ces accords-là qui permettraient d'exporter énormément de technologies et de savoir-faire européens vers un très gros marché en devenir. En revanche, dans l'autre sens, la vraie question, c'est pas l'apport massif de quelque chose. C'est pas l'arrivée massive de bœuf brésilien ou de bœuf argentin. La question, c'est dans quel état il va arriver. C'est plus les normes. Et c'est là aussi où on peut être très inquiet, ce qui m'amène à la deuxième partie sur la partie politique, parce que, en fait, en France, on parlait de l'Europe tout à l'heure. On s'est désindustrialisé face aux Chinois parce qu'on n'a pas les mêmes normes sur le métal, sur les taxes, etc. Je vous donne un exemple que je connais très bien pour finir là-dessus, pour que vous compreniez mon propos. La banque. Voilà. C'est-à-dire que depuis 2008, il y a eu des accords bancaires en Europe qui s'appellent BAL 3, qui restreignent un certain nombre de choses sur les règles, les régulations et les normes pour les banques européennes qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Comment voulez-vous, dans un monde mondialisé et digitalisé, qu'il y ait la possibilité d'avoir une concurrence logique ? Donc il faut à un moment donné être consommateur responsable et de savoir que lorsque vous faites des investissements dans des pays où il n'y a pas les régulations, où il n'y a pas les normes sanitaires, vous prenez un risque. On n'est pas simplement sur une question de budget entre la barre chocolatée et les 2 mandarines. On est sur la question de est-ce que quand je mange du bœuf argentin aux OGM, j'ai le même risque que quand je mange du bœuf européen. Et c'est là-dessus peut-être qu'il y a un sujet à avoir, une vraie réflexion sur ça. C'est pas qu'une question économique, il y a un vrai sens de là où on veut aller. Alors est-ce qu'il faut que tout soit plus cher ? J'en sais rien, parce que c'est difficile de dire ça aux Français, Gilles. Mais d'un autre côté, il y a une question de responsabilité de ce qu'on veut donner à manger à nos gamins. En fait, c'est ça le vrai sujet.
Alors, d'abord, tout de même, sur l'histoire des importations bovines d'Amérique latine, le risque qu'elles soient massives avec le Mercosur est absolument minime. Tout ça est extrêmement encadré. Merci, Jean-Marc. Merci. On est sur des quantités 1,6% maximum d'importation pour le marché européen de bœuf du Mercosur. Qui est minime, qui n'est pas nul, mais qui est minime. Donc, première chose. Deuxième chose, l'agriculture française, elle va mal pour des raisons qui sont des raisons françaises. Endogène. Il y a d'abord les normes, ça a été évoqué, mais les normes, dans un litre de lait français, il faut qu'il y ait 10 fois moins de germes que dans un litre de lait allemand. Là, je ne parle pas de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais allemand. Alors vous allez dire les Allemands sont très très sales et c'est pour ça que des fois. Non, c'est que les Allemands sont plus malades que nous. Ils ont fait un équilibre entre le risque et les opportunités. Ils ont dit voilà, c'est ça, et il n'y a pas des dizaines de morts à cause des germes du fromage allemand. Je rappelle que au contraire, peut-être que ça les rend plus forts. Je rappelle que l'Allemagne exporte désormais davantage de fromage que la France. Et bon, donc voilà, on n'a pas. Donc, on a des normes très lourdes, on a des normes, on surtranspose systématiquement en matière agricole, il n'y a pas le moindre doute. On a aussi des surtaxations, des contraintes que n'ont pas les autres pays européens. Là, on ne parle pas de ce qui se passe au Brésil ou en Argentine, mais de ce qui se passe en Allemagne, aux Pays-Bas. Pays-Bas qui est le premier producteur mondial de concombres, il n'y a pas de raison que... Voilà. Donc, tout ça, on a des vraies faiblesses françaises et on a aussi, il faut le dire, malgré tout, une agriculture qui a refusé d'évoluer. Le cas type, c'est l'exploitation laitière en France, c'est 50 vaches. Oui. On sait bien que c'est une échelle qui est très compliquée aujourd'hui. Trop petit. On reste à cette échelle-là parce que ça permet à un couple de survivre, parce qu'effectivement, c'est des conditions très très dures. Il faut travailler tous les jours dans une exploitation laitière. Les vaches, elles doivent être traites tous les jours. Il faut se lever tôt le matin, il faut se coucher tard le soir. Et on gagne une misère, mais c'est aussi parce qu'on a voulu garder ce type d'exploitation. Il y a un attachement très fort à ce type d'exploitation. Ça pose des vraies questions aussi sur la suite. C'est très juste ce que dit Jean-Marc. Alors attention, je ne vais pas me faire des copains, mais vous savez, il y a un vrai sujet pour avoir des agriculteurs dans ma famille qui, pour le coup, avait une exploitation qui a évolué avec le rachat des voisins pour des raisons familiales, et tout le monde décédait, donc forcément on n'a pas abandonné. Et ils se sont rendus compte très clairement qu'il y avait un seuil minimum de taille d'exploitation et de multi-activité qui faisait que ça devenait acceptable. On passe de survivre à vivre. C'est pas non plus l'ultra-luxe, même quand vous êtes un exploitant avec des employés, etc. C'est compliqué de passer du familial. On est quand même sur une activité économique où il y a quand même énormément, je le dis très froidement, d'entreprises un peu, comment on appelait ça à l'époque du Covid, les entreprises zombies. Zombies, merci, je cherchais ce terme qui à un moment donné, moi je détestais, mais bon, en tant qu'entrepreneur. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion à avoir, mais alors là aussi on revient sur le premier sujet. Quel homme politique va arriver à dire à des gens qui sont la base de l'exemplarité pour nos enfants? Ils bossent, c'est des gens qui se lèvent le matin, qui bossent, qui aiment leurs bêtes, etc. Comment on va leur expliquer que leur modèle, il est foutu? Alors là, on revient. Non, mais c'est comme tout, effectivement. Et alors déjà, je suis consterné d'apprendre que les Allemands déjà font. Depuis quand les Allemands font du fromage? Il n'était pas bien. D'apprendre ça, il a failli chuter. Je vais juste vous donner un exemple. Je pense pas qu'on puisse appeler ça du fromage. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de la qualité. Je vais juste vous donner. On peut pas nous faire ça, Jean-Marc. Je vais juste vous donner un exemple que j'adore sur la comparaison France-Allemagne sur le fromage. Il y a des fromages en France, on est obligé de les faire en roux. Les fromages aujourd'hui, quand vous l'achetez en supermarché, il n'est pas en roux, il est en parallépipède. Les Allemands, ils ont le droit de faire du fromage parallépipédique, et donc ils ont moins de chutes. Voilà. C'est pragmatique. Il y a des milliers d'exemples comme ça. Pardon. Non, mais sinon, ce que montre, c'est marrant parce que ça marche pour tous les domaines, c'est que mon modèle protectionniste agricole, il existe et il a extraordinairement réussi dans un pays voisin qui s'appelle la Suisse et aussi au Japon, et où justement, pour des raisons culturelles et paysagères profondes, ces pays-là, il y a très longtemps, ont fait le choix, mais c'est complètement dingue les droits de douane qu'il y a sur la nourriture en Suisse. Le prix de la nourriture est très élevé en Suisse, mais le résultat, ils ont ces paysages de cartes postales. Et au Japon, de la même façon, et on retrouve ça dans l'imaginaire japonais, dans les dessins animés, etc. Il y a un culte de la nature au Japon, et pour la même raison, le Japon a mis des droits de douane complètement dingues. Pendant très longtemps, c'était impossible d'exporter du riz au Japon, ce qui permettait de garantir une rente
aux riziculteurs japonais et de préserver les familles et les paysages. Ouais. Donc, Ce qui a créé une crise il n'y a pas longtemps d'ailleurs, du riz c'est un modèle qui peut marcher, mais à condition évidemment d'être cohérent, et ça ne marche pas si vous avez trop de normes et que vous pratiquez le libre-échange, évidemment, ça ne marche pas. Juste pour revenir à ce que vous dites. On a la PAC quand même, pour protéger, ça passe par les subventions. Non, mais je parle des frontières. Parce que par des droits de douane. Oui, mais je parle des frontières nationales. Bah oui. D'accord, la Suisse, c'est un pays, le Japon, c'est un pays, la France, est-ce que c'est un pays vaste question. Juste un autre point sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, ce qui a beaucoup changé, ce qui change tout, comme dans tous les sujets, c'est la Chine, parce qu'effectivement, ces négociations sont très anciennes, et au début, c'était vu comme un marché très prometteur pour l'industrie européenne, et ça n'est plus le cas. J'écoutais Thomas Grebin hier, qui nous donnait les chiffres, c'est-à-dire que, en fait, les Allemands, dont l'économie effectivement est en train de mourir sur ses bases les plus profondes, la chimie et l'automobile, cherchent à conquérir des pays, des marchés tiers, mais sauf que sur ces marchés-là, les Allemands ne sont pas du tout compétitifs face aux Chinois, et donc dans les importations brésiliennes, la part des Européens, qui était très forte aussi du fait des liens culturels avec ce pays, qui est remonté au 19e siècle avec l'Argentine, la part s'est effondrée, et les Chinois sont en train de tailler des croupières aussi aux exportateurs allemands. Donc penser qu'on va s'en sortir, l'industrie européenne, par des exportations vers le Mercosur qui sont très faibles actuellement, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est qu'effectivement, il ne va pas y avoir de tsunami de bœuf, mais il n'y a pas non plus y avoir un rebond de dingue des exportations industrielles européenne en Amérique latine, parce qu'encore une fois, c'est tout petit et qu'on est concurrencé, on est explosé par nos amis. Ça n'est pas forcément un game changer, mais au moment où les relations se tendent avec la Chine et les États-Unis, c'est peut-être intéressant d'avoir des marchés. Juste une phrase, Raphaël, vous avez utilisé le bon mot, le bon game changer qui est très à la mode aujourd'hui, le vrai bon game changer pour les Français. Une bonne fois pour toutes, il faudrait qu'on se réveille tous, c'est sur le marché européen. On s'enflamme sur les droits de douane américains, on s'enflamme sur le Mercosur. Ce que vient de dire Jules est très juste. C'est-à-dire qu'on va chercher des marchés ailleurs, alors que le plus gros marché potentiel mondial, on a le plus gros marché consommateur du monde. Dans cette réunion européenne de pays riches, productifs, etc., etc. Et là, on est en train de se flinguer tout seul, et Jean-Marc l'expliquait très bien, en juxtaposition des normes sur des normes sur des normes. Et en fait, on est en train de détruire un modèle qui aurait pu être extrêmement vertueux. Et c'est le vrai sujet. Et je pense que c'est un des vrais sujets de 2027. C'est-à-dire que c'est là, il faudrait que la France choisisse à sa tête quelqu'un qui aurait une vraie vision européenne, une bonne fois pour toutes, et qui arrête de défendre ses agriculteurs français quand il faut, son industrie française quand il faut, et qu'on accepte simplement de rebattre les cartes. Mais il faudrait aussi que ce soit la même chose en Allemagne, que ce soit la même chose en Italie. Et malheureusement, d'aligner toutes les étoiles européennes. C'est pas l'air du temps. C'est un peu compliqué. C'est pas l'air du temps. Mais je rappelle ce chiffre toujours spectaculaire. Il y a 2 fois moins d'échanges intra-européens sur le vieux continent que, par exemple, aux États-Unis, entre les États, les Américains, évidemment. Qui n'ont pas les mêmes fiscalités, une énorme réserve qui n'ont pas les mêmes règles, croissance, qui n'ont pas le même droit. Donc en fait, on peut très bien y arriver à avoir une fédération en ayant pour autant des États avec des droits et des justices totalement différentes. Absolument. Incohérentes par moment d'ailleurs.